coupera. Non, Ok, vas-y. très bien. Bonjour Brigitte, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans notre série d'éclairage jungien sur des questions d'actualité, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Brigitte Vienne, qui est tout sauf une imposteur, alors je ne sais pas comment on le dit au féminin d'ailleurs, impostrice ou Heureux, imposteur, oui. mais en tout cas, qui n'en est pas une, a été formée à l'Institut de Zurich. Elle est psychanalyste jungienne, coprésidente du groupe Jung et elle exerce en tant que psychanalyste à Paris. Voilà. Je vais peut-être me présenter rapidement. Je suis Sophie Braun, je suis psychanalyste à Paris, formée à la SFPA et j'exerce aussi à Paris dans le 9e. Voilà. La Bonjour première Sophie. question, bonjour Brigitte. La première question que je me posais, Brigitte, c'était qu'est-ce qui t'a donné l'idée de travailler, de réfléchir à ce syndrome de l'imposteur et d'avoir envie d'en faire une petite capsule d'éclairage d'actualité? En fait, dans la pratique clinique, on trouve beaucoup, très souvent, des gens qui se disent, «Je ne sais pas pourquoi je suis là où on m'a mis. On m'a donné une promotion et j'ai peur de ne pas réussir parce que je n'ai pas les compétences, je suis un imposteur». Et même dans le cercle amical, familial, on trouve, beaucoup ce genre de choses. En toute confidence, ça m'est arrivé à un moment dans ma carrière aussi, donc je crois que c'est quelque chose, qui peut toucher, tout le monde à un moment ou à un autre. Bon, mais je vais vous le dire après, mais il y a des personnalités pour lesquelles c'est un trait constant et puis il y a des passages de vie où on peut être, sujet à ça. Comment est-ce que tu définirais alors ce syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors les gens qui souffrent de ce syndrome, ils ont des doutes constants par rapport à leur réussite dans le monde professionnel ou même dans le monde, personnel. Je suis pas une bonne mère, enfin voilà. Et souvent elles sont douées, elles réussissent très bien, mais elles pensent que leur réussite, c'est uniquement lié à des éléments externes, la chance, le fait de connaître quelqu'un, le hasard favorable et cetera, donc pas leur qualité. Hein, et donc elles ont l'impression de frauder et de tromper les gens autour d'elles et ça va avec la crainte d'être démasquées et avec cette crainte de perdre toute crédibilité, il y a une forte angoisse, qui, paralyse beaucoup, heu, la vie personnelle, de ces personnes. Hmm. Oui, tu dis elle parce que tu parles de personne, mais Oui. tu as l'impression que c'est quand même plus féminin ou plus masculin? Alors ça a souvent été décrit comme étant féminin, mais en fait, des études plus approfondies montrent que, c'est à peu près également réparti. Peut-être que les femmes Hmm. l'expriment plus facilement. Bon, aussi parce que la société leur fait toujours un peu le procès de ne pas être compétente, hein, mais les hommes ont tout autant la Hmm. peur d'être pris en flagrant délit d'incompétence. Ils réagissent différemment. Hmm. Et donc, tu dis que ce sont des gens qui ont des angoisses en fait très très fortes d'être démasqués. Il y a d'autres conséquences dans leur vie alors? Alors, comme ils veulent pas être démasqués, ils vont être d'un perfectionnisme très exigeant, hein. Ils pensent que les autres sont toujours meilleurs qu'eux et donc ce qui est aussi un facteur, qui joue dans l'envie, on en parlera un petit peu plus tard et donc ils s'impliquent très fortement dans leur travail, ils fournissent beaucoup d'efforts pour être appréciés, des supérieurs, des professeurs mais du coup, ils sont appréciés et ils ont encore plus l'impression d'avoir dupé les personnes qui les apprécient et donc on rentre dans un cercle vicieux de perfectionnisme et d'épuisement et ça peut mener au burn-out. Hmm. Très clairement, il y a Hmm. souvent dans le burn-out des côtés, imposteurs, enfin, personnes souffrant du syndrome de l'imposteur allant jusqu'à la limite de leurs possibilités et basculant dans le burn-out. Oui, pour Et on tenter tout le peut temps de prouver qu'ils sont pas justement, qu'ils sont pas des imposteurs, quoi. Ben Et donc, voilà, ils passent leur oui, vie à c'est ça essayer de la prouver ça. difficulté, c'est que Ouais, c'est une course sans fin, hein, ouais. parce qu'ils donnent beaucoup pour se prouver qu'ils ne sont pas des imposteurs, mais en même temps, quand on les approuve, ils ont l'impression qu'ils trompent, qu'ils dupent les gens qui les approuvent, hein.
Et bon, on y pense beaucoup dans le domaine professionnel. On le trouve aussi dans le domaine privé, hein, en particulier sur les capacités parentales. Mm. Je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un bon père, euh, je ne suis pas un bon fils ou fille parce que je ne vais pas voir mes parents âgés tous les jours, toutes les semaines. Enfin, voilà, vous complétez à votre guise. Bon, il y a beaucoup d'occasions de se sentir insuffisant, en fait, hein. Mm. Euh, une autre conséquence, c'est que comme ce sont des gens qui ne croient pas en leurs compétences et donc en ce qu'elles pensent, leurs convictions, etc., elles ont tendance à approuver les autres, en particulier ceux qui sont effectivement au-dessus d'eux, et ça va finir par induire une soumission Mm. Mm. euh, pour être conforme à ce qu'elles croient qu'on attend d'eux. Oui, reconnu, hein. Alors, Voilà. tu dis, mais je trouve que c'est vraiment intéressant, tu dis des gens qui se sentent insuffisants, mais parfois des gens se sentent insuffisants, mais pas imposteurs. Ce que tu dis très bien, c'est la façon dont le syndrome de l'imposteur vient bloquer la personne, parce que si il a des preuves de regard extérieur qu'il n'est pas un imposteur, qu'il n'est pas insuffisant, alors il se sent un imposteur. Il se, hein. Alors que des gens qui peuvent se sentir juste insuffisants, avoir des failles narcissiques, on pourrait dire, vont pouvoir quand même supporter que l'extérieur dise non, mais ça, tu le fais bien, etc. Et se rassurer au fur et à mesure. Alors que Oui, bah, là, il y a non, des gens qui rien ne peuvent les rassure. effectivement être insuffisants et accepter qu'on le leur dise, hein. Mais là, on est sur des gens qui ne sont pas insuffisants et qui ont du mal à croire qu'on leur dit qu'ils sont capables. C'est ça, hein. Et c'est vraiment ça qui les caractérise, je trouve, Ouais, cette ouais, double. Oui. ouais. Oui. Et donc, ce grand besoin de reconnaissance, alors, s'exprime dans la relation avec les autres. Oui, mais c'est un, un peu paradoxal parce que d'un côté, ils veulent être extrêmement reconnus, mais d'un autre côté, ils ont peur d'être au centre de l'attention, hein, parce que sans ça, leurs échecs, soi-disant, hein, seraient patents et les priveraient de la reconnaissance dont ils ont beaucoup besoin. Voilà, ils évitent ça. Il y a aussi d'autres personnes atteintes de ce syndrome qui, au contraire, vont compenser par la grandiosité. Je suis formidable, je suis le roi du royaume, mais en même temps, voilà, c'est tellement exagéré qu'ils ne sont pas non plus dans une vraie appréciation de Oui. leur capacité. Là, on est plus dans la vision un peu jungienne classique des failles narcissiques qui se compensent par de la grandiosité, hein. Et dans la Mm. compensation par la Oui. grandiosité. Mais il y a ce sentiment dont tu parles qui est vraiment, vraiment fort dans le syndrome de l'imposteur, précisément, c'est le sentiment de duper les autres, hein. Voilà. Ah Et oui, ça, c'est. absolument. Ouais. Hein. Absolument. Alors, il faut dire aussi que notre société encourage pas mal le développement de ce syndrome parce que on est dans une société très individualiste où il y a donc un esprit de compétition, de comparaison avec les autres. Tous les systèmes d'évaluation des entreprises poussent à regarder la performance et en plus, on estime que pour exister, pour être heureux, pour être reconnu, il faut être le meilleur, le plus intelligent, le plus riche, le plus admiré, avoir le plus d'amitié sur les réseaux sociaux, etc. Vous compléterez avec moi. Et le sentiment de ne pas atteindre ces normes va nourrir ce syndrome de l'imposteur chez des personnes allégées un peu fragiles ou Mm. temporairement fragilité. Mm. Ce qui fait que l'imposteur, lui, il va répondre en se cachant derrière un masque, hein. Il va faire semblant d'être la personne compétente qu'il est en fait, mais qu'il ne croit pas être, hein. Et donc, c'est C'est un masque, c'est un masque qui cache la réalité de ce que le masque est. Enfin, c'est assez Mm. drôle, Ouais, hein. ouais, 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 c'est compliqué. Ouais, Ben ouais. oui, ben Mm. oui. Et donc, c'est effectivement l'esprit du temps, comme pour reprendre les termes de Jung, hein, les demandes du monde externe qui vont empêcher l'accès au soi authentique, à l'individuation, à la personne
profonde qui peut s'épanouir dans son individuation, hein. Mm. Alors effectivement, il y a un certain nombre de psychologues et de psychanalystes qui ont décrit cette façon de se réfugier derrière un masque comme la personnalité comme si. Bon, il y a d'autres dénominations, hein. Bon, Winnicott parle de faux self. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même la même idée, hein. Donc le masque, c'est prend les traits de la personne compétente, sûre d'elle, qu'ils veulent encadrer dans le monde externe et dont ils doutent profondément dans le monde interne, hein. Donc c'est plus Mm. le, le côté assurance. C'est pas tant la compétence que le fait d'être confiant dans le fait qu'on est compétent qui vont Oui, c'est ce marquer. que tu dis. C'est-à-dire aussi d'être relié à son monde intérieur, ce que tu dis tout à fait. Et je reprenais juste la citation dont tu parlais là, de Jung dans l'esprit du temps, qui l'oppose à l'esprit des profondeurs, hein. Et Ah donc, oui, non, effectivement, c'est c'est des gens le qui masque les s'adaptent. empêche d'être dans leur authenticité, hein. C'est ça, hein. Et donc, il y a pas de lien, on pourrait dire, pour reprendre les termes jungiens, entre le moi et le soi, par exemple, hein. On ne peut pas Absolument, le s'appuyer lien sur ce. moi Voilà. est Mm. très, sinon coupé, en tout cas très, très Ouais, impacté, ouais. effectivement, hein. Euh, Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'il y a un type de personne particulier qui est plus affecté par le syndrome de l'imposteur? Alors, il y a beaucoup de gens qui passent par là, hein. Des études qui ont été faites, bon, je me méfie toujours un peu des statistiques en matière psychologique, mais enfin, on estime que 70% de la population est affectée de ce doute à un moment ou à un autre. Mais pour la plupart des gens, ça reste un passage lié à un moment de leur vie, une promotion inattendue par exemple, ou l'arrivée d'un enfant qui fait Mm, douter de la capacité mm. à être un parent. Mais pour cela, ça ne sera pas une condition permanente qui affecte par contre les gens qui ont une personnalité comme si dont je viens Ouais. parler, hein. Et ce syndrome de l'imposteur, il existe, enfin il surgit, disons, dans des circonstances où la personne ressent un fort sentiment d'insécurité. Et il y a souvent des symptômes de dépression, d'anxiété généralisée et une faible confiance en soi. Après, c'est vrai aussi que quand tu dis, par exemple, avoir un enfant ou avoir une promotion, je dirais que c'est bien aussi de douter un peu, et le doute est quand même assez bénéfique. La trop grande confiance en soi est parfois un peu problématique aussi. Bah, se remettre en question, la capacité de se remettre en question est en général le signe de la qualité de l'être humain, hein, qui est loin des fantasmes de toute puissance que l'on peut parfois observer aussi. Mais chez l'imposteur, il ne s'agit pas seulement de la remise en question nécessaire, mais d'un doute identitaire, hein, qui atteint vraiment la légitimité de leur personne dans leur existence même, qu'elle soit professionnelle ou privée, voire les deux, hein. Et comme ces doutes sont cachés et pas exprimés comme une remise en cause saine, l'individu vit effectivement dans une personnalité comme si. Parce qu'un autre élément du syndrome de l'imposteur, c'est qu'il est caché, il n'est pas Mm, exprimé, hein. C'est une mm. certitude interne de la personne, mais il va en général le partager, en tout cas pas dans le domaine où ça l'affecte, mais on voit des gens qui ont le syndrome de l'imposteur dans leur profession qui ne vont pas non plus le partager dans leur Bien foyer. sûr. Mm. Euh, Oui. c'est Oui, oui, vraiment. mais c'est vraiment fort, je trouve, quand tu dis que c'est un doute identitaire, voire un trouble identitaire, hein. Mais on est vraiment à ce niveau profond de la personnalité. Ouais. Voilà, à la différence justement de ces passages de vie où on peut le ressentir, mais qui peuvent être, voilà, qui ne sont pas un trouble ou un doute identitaire à ce point-là. Voilà, Mm, ouais. Qui n'atteignent pas mm, jusqu'à l'identité, qui sont effectivement à un moment d'angoisse, de réussite, hein, la mm. bonne définition du stress, c'est-à-dire le, l'adr- les- l'activation des glandes surrénales qui permet de donner son meilleur pour réussir une nouvelle tâche Mais tout difficile. à fait, bien Ah, sûr. et ça, c'est pas. Voilà, Mm, il y a un mm. doute normal. Ah oui, il y a un très bon stress. Il y a des bons doutes et des bons stress, hein, bien sûr. Absolument.
Mais ce n'est pas le cas, effectivement, du syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, dans le travail que tu as fait, comme dynamique psychologique à l'origine du syndrome de l'imposteur? Tu dirais quoi? Alors, si on regarde cette personnalité comme si, elle est marquée par un sentiment d'irréalité, d'imposture, de non-présence à soi, donc d'être un peu, Hmm, heu, planer au-dessus de sa réalité. Alors, on y retrouve effectivement la faible estime de soi, mais aussi l'envie. J'ai mentionné tout à l'heure la comparaison avec les autres, hein, mais aussi d'un point de vue psychologique, le déni de l'ombre, hein, c'est-à-dire qu'à force de se voir des défauts partout, on ne voit pas son ombre réelle, hein. hmm, Et puis bah, effectivement la dissociation du corps et du soi. Euh, mais étonnamment, ces personnes ont souvent, ou en tout cas parfois, un certain charme lié au fait qu'elles cherchent à tout prix à plaire pour être acceptées. hmm, Donc hmm, ça ne fait que renforcer le sentiment d'être étranger à soi-même. hmm, hmm, C'est une identité fragile qui est construite sur l'adaptation, le mimétisme, au détriment de l'authenticité. On vit derrière une façade brillante, souvent socialement valorisée, enfin, à différents niveaux bien sûr, mais valorisée dans le cadre où on vit. Mais il y a un vide intérieur et beaucoup d'anxiété et une dissociation, hein. Donc, hmm, je mentionnais tout à l'heure, c'est très, très lié à ce que Donald Winnicott a décrit comme le faux self et dont il a exposé, explicité que c'est lié à des carences affectives précoces, hein, à hmm, l'absence de miroir émotionnel, des sentiments d'abandon, des intrusions ou des exigences parentales excessives. Et donc c'est quand même souvent quelque chose qu'on retrouve chez les gens atteints de ce syndrome de l'imposteur identitaire, hein. hmm, hmm, Euh, et du coup, ça amène donc le perfectionnisme, mais aussi la honte, la haine de soi, et puis une hmm, coupure entre l'esprit et le corps qui est renforcée par les normes culturelles actuelles qui valorisent extrêmement l'image, hein. hmm. Oui, c'est beaucoup de souffrance, hein, ce que tu dis. C'est Euh, énormément de ouais. souffrance, et d'autant plus qu'elle est inexprimable. Alors, Hmm, hmm, en séance, on l'entend quand même, hein, mais pas tout de suite, souvent, hein, ça demande un certain temps avant que ça s'exprime. Euh, hmm, et donc, si on exprime ça en termes plus jungiens, hein, ce masque, bah, on sait ce que c'est que le masque en hmm, termes jungiens, hmm, c'est la persona, hein, qui est le masque que portaient les acteurs de la tragédie grecque. Et les gens atteints de ce syndrome s'identifient à la persona. hmm. Alors, on peut dire quand même que on a tous, et c'est bien, une ou plusieurs personas, c'est-à-dire qu'on n'est pas les mêmes au bureau, à la maison, ou quand on est tout seul, mais que l'identification à la persona pose un problème parce que précisément, c'est figé. Il y a quelque chose qui ne peut plus jouer dans les relations sociales et qui est complètement figé et qui est identifié, ce que tu dis, à la persona, hein. On est Ah un oui, médecin, on est ceci, enfin voilà. Hum, c'est la hum, la persona, c'est effectivement, la structure psychique qui nous permet de nous adapter au monde extérieur, en fait, hein. Donc c'est pour ça qu'elle a différents aspects. Effectivement, on n'est pas la même personne, au bureau et à la maison, hein, clairement. Mais quand il y a cette identification à la persona, les gens vont avoir l'impression de n'être que, ce qu'ils sont. Alors ça se voit surtout professionnellement, hein, hum. qu'ils ne peuvent être que vous complétez pour ce qui vous convient, hein, que de n'être que ce directeur heu, Financier, que ce... compétent, et cetera, Ouais. hein, et de ne pas voir que son authenticité, elle est bien sûr ailleurs. Hum. Mais Mais ça, dans le domaine personnel, c'est aussi des gens qui s'identifient à la très bonne mère, par exemple, bien sûr. qui ne sont que des très bonnes mères, qui peuvent jamais en avoir marre, jamais dire à un enfant de s'arrêter, etc. Aussi, hein. Mais qui, au fond d'elles-mêmes, savent bien que de temps en temps, elles ont envie de jeter les enfants par la fenêtre. Absolument. On n'ira pas jusque-là, mais quand même, on peut en avoir Non, mais envie, il y ça a c'est voilà, il y a sûr. Non, quelque mais bien chose sûr, hein. Mais de qui ne très s'autorisent utile, pas hein. à l'exprimer parce que ça remettrait trop en question, justement, ça toucherait trop ce syndrome de l'imposteur. Elles ne seraient pas des bonnes mères du tout, hein. Ça détruirait toute l'image.
Mm, Et c'est là qu'intervient effectivement la question du refoulement de l'ombre, hein, parce que si on est identifié à la persona, donc à ce personnage parfait, hein, ben, on ne va pas aller regarder les parties de soi qu'on ne veut pas voir et qui créent la honte, l'insuffisance, les affects rejetés, alors qu'en même temps, ce sont ces affects-là qui créent mm, le mm, syndrome de mm, l'imposteur. ouais, mm, Euh, donc, bien sûr, ce manque de communication entre le moi identifié à la persona et le soi crée, enfin, appauvrit la vitalité, rigidifie la personnalité. Donc, l'enjeu, quand on va faire un travail avec ces personnes-là, c'est pas de détruire le masque, parce qu'on voit bien que la persona, c'est indispensable, mais de le rendre conscient, flexible, vrai, pour que ce soit un passage vers le vrai moi plutôt qu'une prison euh, mm. que l'on montre à l'extérieur et qui ne permet pas de faire passer la réalité du moi. Oui, ce que tu dis, c'est que la persona est devenue une fonction défensive et Oui, pas une absolument. fonction d'adaptation. Hein. Voilà, c'est une Mm, fonction défensive pour préserver le moi des intrusions extérieures qui sont mm, vues comme destructrices de l'identité, hein. Et alors évidemment, quand il y a eu une intrusion majeure, un traumatisme, hein, le refuge dans une personnalité comme si peut être un moyen d'adaptation. Là, on n'est pas tout à fait dans le syndrome de l'imposteur, hein, c'est juste pour développer ce que mm, la personnalité comme si mm, peut signifier. C'est pas seulement un syndrome de l'imposteur, mais mm. malgré tout, effectivement, les victimes peuvent avoir du mal à s'identifier à autre chose que leur résilience de victime ou leur non-résilience, hein, et à accepter euh, qu'il ne faut pas qu'elles s'enferment dans ce statut de victime qui les empêche d'arriver à symboliser ce qui leur est arrivé et sortir de cette Mm, position de victime. mm, mm. Et alors, qu'est-ce que tu repérerais comme permanence ou comme affect qui provient de ce syndrome de l'imposteur? Du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les gens dans leur relation avec les autres? Bah, il y a forcément une superficialité, hein, Mm, puisque, effectivement, c'est plus le moi qui parle, mais la persona et donc mm, on est dans quelque chose d'artificiel. L'authenticité est pas possible. Ah, dans le domaine, c'est quand même relativement un secteur qui est touché par le syndrome de l'imposteur, hein. Dieu merci, on ne se sent pas imposteur dans toutes les fonctions de la vie, enfin, en général. pas tous, en tout cas. Oui. Mais tu dis aussi que ça, du coup, ça crée beaucoup de comparaisons avec les autres. Oui, alors ça, je vais y venir un petit peu. Oui, non, Pardon. oui, il y a la question de l'envie, mais je voulais parler du développement, même si je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, hein. C'est bien que pour arriver au développement psychique et à l'individuation, il faut rencontrer l'ombre, et en particulier les aspects liés à l'imago paternel, au logos. Et la carence paternelle, avec une figure paternelle absente, froide, autoritaire, hypocrite, héritée d'un patriarcat inconscient évidemment, favorise la formation de la personnalité, comme si il faut s'adapter, se soumettre, avoir une façade de conformité par rapport à un père exigeant. Alors, un père Mm, réel ou un père de oui, ou une substitution, fonction paternelle. Enfin, mais mm, voilà, on est dans des images paternelles qui, au lieu de d'aider au soutenir. développement, vont figer tout développement, hein. Et Oui, l'enfant oui. privé d'un père aimant et présent intériorise une image négative qui entrave l'accès à ses instincts, à son Oui, c'est corps. jamais assez ce qu'il est. Il est jamais Et assez. jamais assez, voilà, c'est Mm, effectivement une exigence mm, de l'ordre du paternel, même si elle est mm. parfois exprimée par les mères, Bien évidemment. sûr, c'est plutôt la Et, fonction et paternelle c'est que le père. Enfin, voilà, bien c'est sûr. dans cette Hein. fonction Mm, paternelle qui est quand même très largement reliée cette mm, question du syndrome de l'imposteur, hein. Et donc ça crée effectivement un enfant d'abord qui se cache derrière sa persona, qui nie ses besoins et qui vit dans la honte et l'autodépréciation puisque le père ne donne jamais
de confirmation de la qualité et de l'appréciation de l'enfant. Et mm, donc, ça crée une identité fragile avec des relations très difficiles, mais aussi, quand on le pousse à l'extrême, hein, une créativité inhibée et jusqu'à une profonde mélancolie. mm, mm, Donc, si on continue dans l'extrême de la personnalité, comme si elle est marquée par l'abandon, le vide intérieur et donc une adaptation défensive précoce. On peut même trouver des compensations par l'addiction, hein, mm, tentative désespérée de combler ce vide psychique issu des absences précoces, affectives, relationnelles, symboliques. Hein. Et cette personnalité procure une illusion de contrôle, de toute puissance. Hein. On parlait tout mm, à l'heure de se remettre en mm, question, bon, de toute puissance et de soulagement, mais en fait, ça renforce la dissociation, la honte, l'isolement et les forces pulsionnelles qui sont niées ou interdites, le désir, l'excitation, la vitalité corporelle, le bon narcissisme, prennent le contrôle de la personnalité. Hein. mm, Ce qui est recherché comme source de vie se transforme en compulsion destructrice. mm, mm. Oui, oui, Et, oui. On en parle souvent de façon assez légère, hein, du syndrome de l'imposteur. oui, mais Mais ce que tu dis là, c'est que en fait, ça a des conséquences. Bien sûr, ça va être petit, mais quand c'est vraiment permanent chez quelqu'un, ça a quand même des conséquences sur sa vie entière et des conséquences de souffrance psychique fortes. Hein. absolument, le Mm, syndrome de l'imposteur dans sa composante identitaire dont je parlais tout à l'heure, mm, est une très grande souffrance. Hein. ouais, Effectivement, le syndrome de l'imposteur passager, lui, on peut effectivement peut-être le traiter de façon un petit peu plus légère. légère en tout cas, mais ouais. Bon, Mm. le métier n'est Mais il pas faut de l'entendre en tout considérer cas, il quoi que faut ce vraiment soit. l'entendre. Il Ouais, faut l'entendre, ouais, mais bon, tous les cas de syndrome de l'imposteur ne sont pas aussi graves que ce que je décris là. C'est bien simplement sûr. effectivement ceux qui atteignent Mm, l'identité mm, mm, de la personne. Et effectivement, il y a tu posais la question aussi des relations avec les autres, il y a une mm, forte composante d'envie. C'est un affect central parce que ça masque le vide intérieur, la faible estime de soi, les blessures précoces. Et l'envieux se compare sans cesse. bien Tu disais sûr. tout à l'heure Oui, que oui. le Moi, je monde me sens nulle, mais contemporain, l'autre, il a l'air de réussir. voilà, le monde Hein. contemporain favorise Mm, ça. Et mm, donc, du coup, il se compare négativement, il anticipe la défaite, mais du coup, il projette son manque sur les autres et il renonce progressivement à sa vie intérieure. Et l'envie, ça peut conduire soit à une inhibition paralysante, soit à une quête compulsive de réussite, mais toujours insatisfaisante. Il faut mm. toujours monter, Oui, monter, de monter et toute essayer façon, bien de faire. sûr, Voilà. ça Hein. renforcera le syndrome de l'imposteur. Mm, Voilà, et l'envie, tu parlais de l'impact sur les relations interpersonnelles. mm, Évidemment, c'est une attaque contre le lien, hein, qui empêche le lien externe avec les personnalités que l'on côtoie, mais aussi le lien interne, et donc ça empêche la symbolisation, la mm, confiance et l'individuation. mm. Tu pourrais dire alors que ce sont des personnalités qui finalement sont assez égocentriques au sens où elles sont, du coup, à cause de ça, centrées sur elles-mêmes. Eh ben, oui, elles sont obligées de se concentrer sur elles-mêmes dans ce doute d'être dignes d'amour, hein, ou alors, in fine, il s'agit d'être digne d'amour, hein, même s'il Mm, s'agit mm, d'être apprécié par son chef. On est bien mm. dans Bien cette sûr. problématique-là. Et ils cherchent l'amour, mais en même temps, ils refusent. Parce que aimer l'autre, ça implique perdre le contrôle, hein, et ça implique accepter une vulnérabilité et une possibilité de transformation psychique que ces Mm, personnalités comme ci ne peuvent pas tolérer. Hein. mm, Donc en fait, il ne s'agit pas d'un égocentrisme qui serait l'amour effréné de soi, hein, mm. mais c'est une défense contre la honte, C'est le ça. vide intérieur, la peur de Mm, l'effondrement, mm, et bon, la fixation à l'image que l'on donne, hein, mm, produit une vie figée, stérile et vécue comme mm, si elle mm. était réelle. Oui, c'est très important, hein, je trouve, ce que tu dis là, parce que on prend souvent les gens
alors qu'on peut appeler des pervers narcissiques ou des personnalités narcissiques ou des personnalités égocentriques, aujourd'hui, et comme étant des bourreaux, ce qu'ils peuvent devenir, mais d'abord, et en tout cas dans le cas du syndrome de l'imposteur, ce sont surtout des gens qui souffrent et qui, à cause de leur souffrance, sont très, très centrés sur eux-mêmes et dans le contrôle, voilà, d'eux-mêmes et peut-être des autres. Hein. C'est-à-dire que je crois que c'est important, là on rentre un peu plus dans la théorie psychologique, mais il faut faire la différence entre le narcissisme primaire et le narcissisme secondaire. Et en général, les gens qui ont ces doutes débilitants qui atteignent leur identité, il y a un manque au niveau du narcissisme primaire. Le narcissisme primaire, c'est le miroir des yeux de la mère qui dit à l'enfant qu'il existe et qu'il sera aimé quoi qu'il arrive, pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. C'est cette quête-là que peuvent avoir les personnalités comme ci. Pas du tout l'inflation du moi que l'on peut trouver dans les pervers narcissiques, ou ce qu'on a tendance à appeler dans le langage commun les narcissiques. Donc c'est pour ça qu'on ne dirait pas que ce sont des personnalités narcissiques, ce sont surtout des gens qui souffrent de ne pas avoir eu un miroir adéquat, des yeux de la mère et une appréciation suffisante de l'autorité du père. C'est vraiment très, très important, je trouve. Merci de préciser ces points-là. Dans le langage courant, on les confond souvent et c'est vraiment dommage. Alors, est-ce que tu reçois des personnalités comme ça, des syndromes de l'imposteur? J'imagine que oui. Et est-ce que tu aurais un petit exemple clinique, peut-être que, voilà, Ouais, pas bon, alors forcément tout à fait. j'ai construit un peu artificiellement, hein, il ne s'agit pas d'une personne réelle parce que la confidentialité des Tout à séances, bien fait. sûr, s'y oppose, mais voilà, à partir de différents éléments de patients que j'ai pu entendre, je vous propose le cas d'une jeune femme que j'ai appelée Estelle, l'étoile, jeune femme de 35 ans, qui est très populaire, qui réussit bien dans une profession financière qui lui assure des revenus confortables. Elle soigne sa forme physique, son apparence, elle socialise beaucoup avec ses collègues qui l'apprécient, elle va dans tous les afterworks qui sont proposés en consommant toujours plus d'alcool, et ça lui est d'autant plus indispensable qu'elle n'est pas mariée et qu'elle se contente de relations éphémères. Donc elle a beaucoup de signes extérieurs de réussite et d'adaptation à son environnement. Elle travaille beaucoup et ne peut pas supporter l'idée de faire une erreur, même la plus minime, parce qu'elle a alors l'impression qu'elle va être envoyée, que son mensonge de compétence va être exposé et que son perfectionnisme lui semble la seule façon acceptable d'être professionnelle. Au fur et à mesure de sa progression personnelle, elle doit encadrer des juniors, et là, ça devient de plus en plus difficile de les laisser prendre leurs propres décisions de résolution de problèmes, parce qu'elle a peur que d'éventuelles erreurs de ses subordonnés ne dévoilent son incompétence à elle. Donc souvent, c'est difficile d'être de bons managers quand on a le syndrome de l'imposteur. Alors, si on regarde voilà, le détail du travail, on voit que dès l'enfance, elle voulait être au centre de l'attention. Elle était charmante pour être appréciée de tous. Elle était la seconde de trois, avec deux frères, un au-dessus, un au-dessous. Et ses parents appréciaient son charme, mais aucune valorisation n'était exprimée quant à ses résultats scolaires, parce que les attentes de réussite professionnelle étaient concentrées essentiellement sur son frère aîné, en particulier de la part du père. Et sa mère était submergée par le soin du père qui était exigeant et qui n'accordait que peu d'attention à sa fille. Et donc, quand elle vient me voir, elle dit qu'elle ne se sent pas à sa place dans son travail, parce qu'elle n'aurait pas toutes les compétences et qu'elle se sent vide, elle dort mal avec des cauchemars fréquents, où elle est poursuivie par quelque chose d'indéfini, d'informe, et ce alors qu'elle n'est qu'à moitié habillée. Elle ne sait pas quelle était vraiment cette menace, hein, ni où elle courait, et elle ne pouvait faire que peu d'associations sur ses rêves effrayants. Et au fil du travail, elle s'est rendue compte qu'elle était submergée par l'incertitude et la déception de ne pas remplir le vide par sa réussite professionnelle. Que le vide, ce n'était pas par ça qu'il pouvait être rempli. Et peu à peu, elle a commencé à se souvenir de ses rêves,
à honorer les synchronicités de sa vie, les raisons de ses pensées, et même à comprendre à quel point elle était émotionnellement éloignée dans son monde, euh, sans capacité d'empathie, ses émotions étant centrées sur elle-même. Et elle a commencé à tenir un journal plus fréquemment et à partager ses écrits en séance. Et grâce à ce partage, nous avons pu progressivement établir un lien avec sa solitude d'enfant et les symboles qui émergeaient de ses rêves, de ses synchronicités, de ses pensées et de ses idées, au fur et à mesure qu'ils évoluaient à travers ces relations, le processus analytique et le transfert. Mm. Oui, oui, tu montres très bien comment, justement, elle passe de cette identification à la persona à son monde intérieur, hein, à approfondir ce monde intérieur et du coup à pouvoir entamer ce dialogue moi-soi. Enfin, voilà. Mm. Et c'est un très long processus quand même, Oui, hein. c'est très long, toujours ça, bien sûr. Ah oui, oui. Bah oui, parce que ça fait très peur, forcément. Mm. Mm. Ouais. Alors, raconte-nous comment tu fais ça, comment tu aides à trouver les voies qui permettent justement de sortir de ce syndrome de l'imposteur. Alors, la voie royale, si je puis dire, c'est celle de la symbolisation, hein, et donc de travailler les rêves, les images, les récits, et le corps et la relation analytique deviennent des lieux où le vide peut être connu, Mm. pleuré et progressivement transformé, hein. Et là, je disais à propos de cette patiente qu'elle elle était très fit, elle s'entraînait, elle était très en forme, mais le corps n'était qu'un instrument. Oui. Voir un objet à affûter comme un couteau, Mm. mais pas le lieu À où habiter. il n'est pas habité. Voilà. Ouais, ouais, Euh, ouais. et alors, comme dans le conte du Petit Poucet, il faut trouver les cailloux psychiques, les repères symboliques qui vont permettre de sortir de la forêt de l'abandon, hein, Mm. qui est une forêt très dense et dont il est très difficile de sortir. Et donc le travail analytique qui vise la reconstruction du moi, l'intégration du corps et de l'affect, donc de relier les deux et de ne pas. Souvent, on trouve quand même aussi une concentration sur l'intellect, hein, donc la tête est coupée du corps. Mm. Et ça permet la restauration d'une capacité à aimer, à désirer et à se relier. Et bon, c'est là, bien sûr, que la relation transférentielle est essentielle, hein. La personnalité comme si n'est pas condamnée à la vacuité, parce que la psyché conserve une capacité innée de réparation, hein, dès lors qu'un espace relationnel suffisamment fiable permet à l'âme de reprendre vie, hein, Mm. ou de sortir du coin où elle s'était cachée, plus exactement, Mm. hein. Euh, et on a vu que l'envie, c'est destructeur, mais c'est aussi un signal psychique qui révèle le désir refoulé d'être réel, d'être reconnu, d'être aimé. Et lorsque c'est intégré plutôt que projeté, la personnalité comme si peut quitter la comparaison stérile et accéder à une vie plus authentique, créative, incarnée et reliée aux autres et à soi-même. Donc la guérison, ça passe par l'abandon des illusions, hein, puisque d'une certaine façon, la grandiosité que peut être le syndrome de l'imposteur, enfin qui est derrière ce syndrome de l'imposteur, Mm. présenté comme quelqu'un de très capable, alors qu'au fond de soi, on a ce doute permanent que c'est pas vrai. Ça passe par l'abandon des illusions, la confrontation à la perte, à la dépression, à la vulnérabilité, et c'est très difficile quand on souffre des symptômes majeurs de manque précoce Mm. qui sont souvent, enfin, qui Mm. créent la personnalité comme si. Et donc, ce n'est que quand il y a une réappropriation du corps, de la subjectivité, que la personnalité comme si peut renoncer à l'imposture et retrouver une continuité intérieure et une existence plus incarnée, réelle, vivante, et en acceptant effectivement la dualité entre soi et l'autre, la différence, enfin, qu'il existe similitude et différence, et accepter l'idéalisation et la perte, Mm. de, de balancer l'idéalisation par la conscience de la perte. Donc l'enjeu thérapeutique, c'est quitter la salle des miroirs
narcissique pour entrer dans une relation vivante, capable de supporter la déception, la limite et la transformation. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Alors, je voulais simplement payer tribut à un livre très utile pour ça, bon, qui est malheureusement pas traduit en français, qui est un livre d'une analyste jungienne qui s'appelle Susan Schwartz et qui est Imposter Syndrome and the Passive Personality in Analytical Psychology. Très bien. Mais il y a aussi un article dans les cahiers jungiens de psychanalyse, La personnalité as if, la création du self face au vide, de Voilà. Esther McFarland Solomon, et Ouais. qui est dans les cahiers de psychanalyse de 2006. Voilà. Ouais. Mais qui est en français, donc qui est Qui est traduit, en français là du coup. hein, et Donc qui est c'est bien. peut-être plus